Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce premier numéro de l'année 2024 de Territoire Éco. Territoire Éco, vous le savez, c'est notre émission dédiée à l'écosystème azuréen que nous organisons et présentons chaque mois en partenariat avec l'UPE 06 et nos confrères de la tribune Côte d'Azur. Pour m'accompagner cette année et pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi Agnès Farrugia. Bonjour. C'est la grande première d'Agnès. Agnès est notre journaliste du service économique, on ne vous la présente plus. Elle remplace la chef Karine Wenger, qui est en ce moment au CES de Las Vegas avec les nombreuses entreprises azuréennes et varoises qui représentent notre beau territoire dans ce grand salon de la start-up aux États-Unis. Et puis bien sûr, on ne la présente plus, Isabelle Ozias, rédactrice en chef de la tribune Côte d'Azur, qui nous accompagne tous les mois dans cette belle aventure. Pour commencer cette émission, et bien comme d'habitude, retour à la tradition de la grande interview. Si l'on vous dit Malongo, mesdames, vous allez nous répondre. Café. On nous répond café, on ne présente plus cette entreprise de carrosses créée en 1992 et dont la renommée a depuis longtemps largement dépassé les frontières de la Côte d'Azur. Pas nécessaire non plus de présenter son président, Jean-Pierre Blanc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À 1934, rue des Pentes à Nice. Pas 1992, création de Malongo. Oui, pardon. Et à partir de 92, on s'est engagé à fond dans toute l'activité du commerce équitable, de l'agriculture bio et du développement durable. Vous avez déjà anticipé sur la première question que j'allais vous poser. Racontez-nous un peu l'origine de cette belle entreprise et votre propre passion pour le café. Qu'est-ce qui vous a amené à développer à ce point Malongo ? Alors, moi, je suis tombé dedans il y a 30 ans, donc je suis rentré dans l'entreprise il y a 30 ans. Et Malongo est démarré à rue des Pentes, une petite torréfaction, et a commencé à être connu avec une émission célèbre sur une émission radio à l'époque, après la guerre, qui s'appelait Le Pastourouille de Tante Victorine, bien connu aussi des amateurs du théâtre de Francis Gag à Nice. Voilà. Donc, et on a grandi jusqu'à arriver aujourd'hui à une entreprise qui fait 400 salariés, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent sur tous les segments d'activité, la restauration, l'hôtellerie, la grande distribution, l'exportation, parce qu'on exporte aussi. Et voilà, et surtout, on s'est engagé très fortement auprès des petits producteurs, puisqu'on fait vivre à peu près 6000 familles dans les 3 continents. Alors, on va reparler de tout ça en détail avec Agnès et Isabelle. Isabelle, première question de spécialiste, on va dire, à Jean-Pierre Blanc. Alors justement, il y a un créneau que vous avez adressé, c'est celui de la fabrication de machines à café avec des machines à café fabriquées en France. C'est un choix audacieux. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que c'est la suite logique de notre activité café, puisqu'on est dans le café, donc de la cueillette, de la cerise de café, donc sur la petite plantation de café, jusqu'à la tasse. Et l'élément dernier qui manquait, c'était cette machine à café. Et depuis longtemps, je m'étais interrogé sur le fait de pouvoir fabriquer une machine à un prix équivalent à celui de la Chine, tout en restant dans un écosystème régional. Donc on a travaillé avec nos équipes de recherche et développement. On a 4 ingénieurs qui sont à la GOD ici, qui développent. Et voilà, on a décidé de se lancer dans le bain, puisqu'un de nos sous-traitants qui était en Vendée nous a lâché à un moment donné. Et ben en 24 heures, on a décidé, on a foncé, et aujourd'hui, on fabrique ces machines à café à La Roche-sur-Yon, avec tous nos partenaires qui sont dans un rayon de 80 km à peu près de La Roche-sur-Yon. Et on fabrique une machine à un prix extrêmement raisonnable et qui est très simple, qui fait un très bon expresso avec notre système à dose exclusif qu'on a développé, des doses en papier naturel, très écologiques, voilà, qui sont non pas leaders du marché, mais qui sont très présents sur l'ensemble des marchés. Le Made in France, important ? Le Made in France, pour moi, c'est important parce que c'est la continuité de notre action que nous avons menée avec les petits producteurs. Et je pense que malgré les difficultés, parce que ça a l'air facile comme ça, mais c'est assez complexe, parce qu'il faut beaucoup de volonté, il faut s'assurer que l'on a raison. Ensuite, il faut les vendre, les machines, ce qui est compliqué, parce qu'il faut les mettre en magasin, il faut avoir les équipes commerciales, il faut faire un peu de communication. Et donc, ces machines-là, pour moi, c'est extrêmement important, c'est de démontrer qu'avec une PME ETI, puisqu'on est
une ETI, et on est capable de faire de grandes choses, de décider très rapidement, d'investir et puis de démontrer que tout est possible. Le commerce équitable, c'était pas possible parce que c'était des prix minimum garantis, quels que soient les cours du marché. C'était des choses qui étaient très compliquées à l'époque, quand on a démarré ça en 92. Ben aujourd'hui, c'est devenu presque standard. On voit les problèmes qu'on a avec l'agriculture, même française. Donc, il faut des prix minimums, il faut des prix rémunérateurs pour les producteurs. Et il faut organiser après la productivité pour que le consommateur ne paye pas trop cher son produit et que ce soit un produit d'excellente qualité. Agnès. Oui, alors moi je voudrais revenir un petit peu sur les coopératives, Monsieur Blanc. Je suis fascinée par votre engagement auprès des petits producteurs que vous allez chercher un peu dans le monde entier. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce système de valeur travail que vous redonnez à certains peuples en fait? Oui, c'est-à-dire généralement ce sont des petits producteurs qui ont 1 hectare et demi de café, donc c'est très petites plantations, que l'on regroupe en coopérative, donc en système coopératif simple, avec une organisation bien établie. Voilà, et puis on assure sur un contrat à long terme l'approvisionnement de ces cafés. Avec nos ingénieurs agro, on va aider à mettre en place les processus de qualité sur place et du coup on crée avec un prix minimum garanti, même si les cours de la bourse sont extrêmement bas. On ajoute à ça une prime de développement économique ou prime de développement social de 20 cents la livre, et ensuite une prime d'agriculture bio. Donc actuellement, l'année dernière, nous avons à peu près redistribué 3 millions de dollars entre la prime bio et la prime de développement économique sur l'ensemble de ces petits producteurs. Et je peux vous dire que ce sont des pays où le niveau de vie est extrêmement bas, sont des montants importants qui permettent de faire des écoles, de faire de l'éducation. Voilà, on a beaucoup de projets dans tous les pays en fait de l'Asie, que ce soit le Laos, la Birmanie, l'Afrique, le Congo, le Burundi, l'Amérique centrale, la Colombie, le Mexique. Voilà, on est dans tous ces pays-là qui sont des pays défavorisés en ce qui concerne les zones d'altitude avec les petits producteurs. Vous parlez d'international, on va parler export. Vous l'avez souligné tout à l'heure, vous voulez faire des efforts en ce sens. Où, quand, comment ? Eh ben, on se développe à l'export soit directement avec nos propres filiales. On a une filiale en Suisse qui s'occupe de toute la partie hôtellerie-restauration en Suisse romande. Et on a une filiale en Espagne. Et ensuite, on travaille avec des partenaires privilégiés qui sont de gros exportateurs, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie, où on vend aux États-Unis. Voilà, un petit peu partout dans le monde. On choisit nos cibles sur les Émirats aussi. Et donc, voilà, on a une équipe dédiée qui fait ça, qui vend les produits, à la fois des produits qui sont torréfiés évidemment à Carros, là vous sentez la bonne odeur sur la plaine du Var, et puis tous les produits doses qu'on fabrique aussi à Carros avec notre système de machines à café, à la fois pour le ménage, pour les chambres d'hôtel aussi qui vont très bien, et les machines professionnelles aussi que l'on développe avec nos équipes qui sont situées à la Gaude, avec une équipe dédiée de techniciens à la Gaude. Vos prochaines cibles sur l'export ? Alors, les prochaines cibles sur l'export, c'est de développer ce que nous avons déjà entamé, c'est-à-dire d'accroître le développement, de se concentrer là-dessus. Et puis, je pense que ça fait déjà beaucoup de travail et beaucoup de développement. Toujours avec l'international, lors d'une précédente interview, on avait parlé d'un partenariat avec l'ONU où vous alliez planter du café à la place des graines de pavot. Alors, c'est un programme qu'on a initié maintenant il y a 6 ans, hein, c'était bien avant le Covid. Le premier programme qu'on a déployé avec l'UNODC, donc c'est l'organisme filial de l'ONU qui s'occupe de la lutte contre la drogue et la criminalité, et un programme sur à peu près 600 hectares de café en Birmanie, sur le territoire Shan, voilà, où il y avait du pavot. Hein. Le pavot, c'est une jolie plante hein, qui a l'air sympathique comme ça, mais qui était destructrice à la fois pour les pays consommateurs et à la fois pour les pays producteurs, puisqu'il faut beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, déforestation. Donc il y a un programme qui a été mis en place et nous on a assuré le suivi, les achats, la mise en place d'un service de qualité, d'une torréfaction sur place aussi pour qu'ils puissent vendre localement sur place, etc. Donc tout un écosystème qui permet à ces coopératives de s'en sortir. Du coup,
comme ça marchait bien, donc on a redéployé avec l'UNODC un programme au Laos du Nord, donc Van Mai aussi, donc un très beau programme contre le pavot. Et il y a maintenant 3 ans un programme en Bolivie, dans la zone de Asunta, donc qui est aussi un très joli pays, la Bolivie, mais avec des zones défavorisées où les paysans, quand c'est très reculé, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'accès, qu'est-ce qu'ils font? Le plus simple, c'est de faire de la coca ou de faire du pavot. Donc là, il y a un programme aussi qui est en route. Et là, je vais ouvrir un nouveau programme en Colombie, puisque je pars la semaine prochaine, donc en Colombie, dans la région de Cauca, et puis dans le nord après, donc justement pour un nouveau programme organisé par l'UNODC, donc de lutte contre la drogue, et avec une organisation de plantation de café et surtout une exportation à destination des consommateurs français. Et Jean-Pierre Blanc, ces efforts sont bien compris par les populations, dont on sait qu'elles sont souvent un peu pieds et mains liés au cartel. Oui, alors, le paysan, lui, il cultive. On ne lui donne pas d'autres possibilités. À partir du moment où il a une autre possibilité, il a un prix rémunérateur de la culture qui fait du café, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a il y a de l'organisation, il y a du social. Et puis, ce qu'on a vu aussi en Birmanie et qui est également présent dans les autres coopératives, c'est surtout la partie organique, c'est-à-dire biologique. À partir du moment où on dit on ne veut plus d'engrais, plus de pesticides, donc on passe en zone de transition. Et les plus belles remarques, les plus belles histoires qu'on nous a racontées quand j'étais sur place, c'est de dire vous nous avez sauvé des villages parce qu'il y avait beaucoup de maladies, tous les puits étaient pollués, et depuis qu'on fait une agriculture bio, sans rien, ça se passe très bien. Donc il y a vraiment une action qui est faite et qui est reconnue par les populations. Dans ce mix commerce équitable et business, comment va évoluer votre business model? C'est plus de filiales, plus de volume produit? Alors, on ne fait pas la course au volume. On fait la course, d'une part, à l'organisation, à la productivité, et on essaie d'apporter aux consommateurs le meilleur produit au meilleur prix. D'ailleurs, vous verrez, si vous allez dans les rayons de supermarché, notre boîte de petits producteurs iconique, elle est à un prix très largement, même inférieur à certains produits de grandes sociétés qui ne sont pas commerce équitable ni agriculture bio. Donc voilà, donc c'est vraiment la productivité, essayer de partager en commun avec les équipes, parce que je ne suis pas seul, là vous m'invitez, je suis tout seul, mais j'ai des équipes derrière qui foncent, qui travaillent et qui font en fait le job pour que ça se passe bien et surtout qu'on soit bien dans notre organisation pour avoir évidemment une entreprise qui soit rentable, parce que si vous n'êtes pas rentable, vous n'existez plus. Combien de salariés chez Malongo ? 400 salariés maintenant, répartis sur l'ensemble du territoire, à peu près la moitié des effectifs sur la Côte d'Azur. Bien, bon, ça me permet d'enchaîner sur une question sur la marque employeur. On parle beaucoup de la marque employeur. Est-ce que ça a vraiment un impact? Comment Malongo travaille cette marque pour qu'elle soit reconnue? Le mot marque employeur, ça me plaît pas tellement parce que tout est marketé, ça devient un peu, ça devient un peu compliqué et fatigant. Non, c'est effectivement quand on fait passer une annonce, il y a beaucoup de gens qui répondent parce que c'est la marque, il y a des valeurs, etc. C'est un label, Malongo, voilà, quand même aujourd'hui. C'est un label. Mais de dire une marque, on n'en fait pas une marque employeur. Non, c'est notre marque et on essaie de quand on embauche, donc on est très content qu'il y ait des gens qui viennent parce qu'ils aimeraient travailler avec nous, mais on les embauche aussi pour leur propre capacité et de leur capacité à s'intégrer dans l'entreprise avec l'ensemble des autres salariés. Et justement, vous avez des problèmes de recrutement actuellement? On sait qu'il y en a énormément. Alors, il y a toujours des problèmes de recrutement parce qu'ils ont, depuis le Covid, comme tout le monde, il y a eu un certain nombre de turnover qui a été acté. Mais bon, oui, il y a des postes toujours qui sont ouverts. Mais disons, l'un dans l'autre, on finit par trouver parce qu'on est assez exigeant aussi, donc on veut la bonne personne. Donc, on essaie de faire au mieux pour compléter les effectifs, mais on ne le fait pas à tout prix non plus.
Alors, vous nous avez amené ce matin une belle panoplie de vos très bons cafés. Lequel de ces 4 cafés présents sur notre studio il faut conseiller à Agnès et Isabelle pour bien se réveiller le matin? Là, on a de la chance, il est 12h30, donc elles sont en super forme. Et si on avait fait l'émission à 8h, je pense qu'un petit coup de pouce de Malongo aurait été Mais vous pouvez bienvenu. le boire à midi, midi et demi, l'après-midi. Exactement. Ce sont tous des cafés Arabica, d'exception. Donc, vous avez la boîte iconique des petits producteurs, donc... Et ça, pour la petite histoire, c'est une photo que j'avais prise. Et le marketing à l'époque, c'était, j'avais dit, on met une boîte blanche avec ma photo dessus et c'est resté. Donc, on n'a pas touché depuis l'origine. Depuis combien de temps? C'est depuis 97. Donc, tout le monde voulait me la faire changer, mais j'ai résisté. Ensuite, on a une boîte aussi Présidence de la République avec un mélange spécial sur un programme avec l'Élysée. On a ici une boîte Côte d'Azur. Vous voyez, il y a une petite image qui ressemble fortement au Croc de Cagne, donc vraiment intégré dans la région avec des petits arbres, des fleurs de bigaradier. Donc, et on a fait un mélange légèrement acidulé qui rappelle un peu cette histoire du bigaradier de la Côte d'Azur. Donc, c'est intéressant. C'est vendu dans les boutiques et par Internet. C'est en partenariat avec le CRT Côte d'Azur France. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et le dernier qui vient de sortir et sur lequel je vais me rendre la semaine prochaine, c'est le Colombie Cauca, qui sont un Arabica aussi d'exception. Là, on est sur des notes assez florales, avec de la longueur en bouche, quelque chose de très élégant. Voilà. Et puis, on a ici des blindes, c'est tout des blindes, parce que ça permet d'équilibrer en début de récolte et en fin de récolte, le mélange, puisque le café, c'est un produit naturel, et donc forcément, il a un pic optimum pour ses arômes sur 12 mois, et donc on essaie d'équilibrer pour que le consommateur retrouve toujours le même goût dans la tasse qu'il boit. Lequel se vend le mieux de ces 4 cafés? Alors le colombien, il est récent, donc... Le leader, ça, ce sont des produits un peu iconiques, disons. Ouais. Et là, l'original. Celui-là, on est numéro 1 du marché commerce équitable en France. On est numéro 2 en fond de rayon sur l'ensemble du marché de la grande distribution sur ce produit café des petits producteurs qui fait vraiment l'unanimité. Alors, vous multipliez les gammes. Oui. Est-ce que les murs ne vont pas devenir un petit peu trop étroits sur carrosse? On sait que vous avez eu plusieurs projets de déménagement. C'est un peu un serpent de mer. Vous en êtes où? Vous nous taquinez, c'est bien. Toujours. Aujourd'hui, les programmes qui étaient prévus, comme vous le savez, n'ont pas pu aboutir. On travaille sur d'autres sujets. C'est pas enterré. C'est du travail à long terme. Aujourd'hui, on a 3 sites sur la Côte d'Azur, puisque on a donc la Gaude où on a toutes nos équipes services techniques développement. On a la logistique qui est à Carrosse à la 2e rue et la production à la 9e rue, plus nos boutiques, bien sûr, Cap 3000, Jean Médecin et à Libération. Donc voilà, donc on est bien implanté et on travaille pour le futur, on prépare le futur, mais ça prendra du temps. Pour de la production, de la logistique? Voilà, pour un ensemble bien intégré dans le paysage et qui permette aussi de garder les effectifs sur la Côte d'Azur. Agnès, une dernière question. Oui, moi j'avais envie si vous vouliez conclure par nous parler un peu d'une belle réussite professionnelle, personnelle autour du café, de l'histoire de l'entreprise. Une réussite personnelle, je ne voudrais pas mettre... Votre plus grande fierté dans votre activité Alors, ma plus grande fierté, c'est peut-être d'avoir réussi à porter le commerce équitable et l'agriculture bio à un niveau élevé, c'est-à-dire à une prise de conscience du consommateur qui ne juge pas ça comme un don qui serait fait, mais comme un partage à la fois de valeurs et qui peut s'inscrire dans une dynamique du futur, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le mode de consommation, il est complètement débridé, ça risque de ne pas aller très loin, et que quand le consommateur peut retrouver des valeurs profondes, je pense qu'il nous suit, et c'est ma plus grande réussite, c'est quand un consommateur nous écrit, et de temps en temps, on en a, ça fait plaisir. Ah, c'est génial, votre café, c'est fantastique. Ou votre machine à café, on en a beaucoup qui nous écrivent. Enfin, une machine toute petite pour la cuisine, qui fait un excellent café expresso et qui tient compte des valeurs nécessaires pour le futur. Donc voilà, ça, c'est la plus grande fierté, c'est le consommateur qui nous écrit. Qu'est-ce qu'on vous
Peut-être Isabelle. signaler, Christian, que ces valeurs, on les retrouve Ah oui, dans votre livre. montrez-nous ce livre, Jean-Pierre. Alors, ce livre qui est... On va le soulever un petit peu pour qu'il soit... Voilà, on le voit bien là. Qui est Voyage au pays du café, qui était aux éditions Éric Bonnier, qu'on vend bien sûr dans nos boutiques et par Internet, et qui raconte, avec une préface de Ruffin, qui a vraiment saisi tout ce que nous voulions faire, qui est vraiment quelqu'un d'important et d'intéressant. Et là, ça raconte à la fois en images et en texte, pour pas être trop pénible, toutes les coopératives avec lesquelles on travaille, les succès, les échecs aussi, parce qu'on a eu des échecs aussi. Voilà, tout cet écosystème autour du café que l'on a bâti et qui représente aujourd'hui pas loin de 80% de notre activité. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2024, Jean-Pierre Blanc ? La poursuite et de continuer les beaux programmes, parce que finalement, sinon on s'ennuie et il faut garder cette dynamique de faire les choses avec plaisir. Merci infiniment pour votre visite parmi nous. Merci mesdames pour cette belle interview. Et nous passons à la rubrique suivante, le journal de l'écho. Alors Agnès, Isabelle, vous allez maintenant nous décrypter l'actualité économique du mois, la vie des entreprises bien sûr. Est-ce que d'ailleurs nos entreprises étaient en vacances elles aussi ces dernières semaines ? On a des bonnes nouvelles à vous annoncer. On peut parler de Médian Technologies, la Sofipolitaine qui a obtenu un prêt de 8,5 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Et ce, pour lui permettre de développer ses solutions de diagnostic précoce des cancers importants. On parle aussi de la niçoise Inalv qui a levé au mois de décembre 2 millions d'euros. La niçoise Inalv qui compte tous nous nourrir à grands coups de microalgues marines. Microalgues, Christian, ne vous inquiétez pas, c'est bon. C'est riche en nutriments. J'en doute pas. Et en protéines. Et ça permet de relever de nombreux enjeux planétaires comme une nourriture saine, une captation conséquente en CO2. C'est bouclé aussi pour Funbot, la niçoise spécialisée dans les processus digitaux de financement. Elle a réussi sa propre levée de fonds, donc c'est plutôt bon signe et c'est plutôt une belle preuve de concept. C'est le fonds British Oryx qui s'est montré intéressé à hauteur de 1,4 million. L'objectif maintenant pour la start-up, ça va être d'élargir ses marchés en visant notamment la région du Moyen-Orient. Et puis c'est bouclé enfin pour Earthwake, la spécialiste de la transformation des déchets plastiques en carburant qui est basée à Puget-Théniers. Elle avait déjà levé 2,2 millions en mars 2023. Elle a récidivé au mois de décembre en ajoutant 750 000 euros de fonds participatifs à sa cagnotte. Alors, pour info, ce sont plus de 500 contributeurs qui ont participé à cette opération. Et ça doit ravir un des actionnaires principaux d'Earthwake en la personne de Samuel Le Bihan. Tout à fait. Et de notre ami Georges Fritsch aussi. Et Georges Fritsch surtout. Surtout. Un local. Absolument. Agnès. Oui, une petite info sur le pôle de compétitivité des technologies du numérique de la région Sud qui se rapproche du pôle Optitech. Depuis le 1er janvier 2024, c'est officiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pôle SCS ajoute un nouvel axe technologique à sa stratégie, celui de la photonique et de l'imagerie. La photonique, Christian, ça vous dit quelque chose ? Je compte sur vous pour me raconter ce que c'est. Alors, c'est tout ce qui concerne la conversion des signaux optiques en technologie. Donc, c'est assez important. Et ça permet au pôle SCS, qui regroupe déjà 300 acteurs privés et publics dans la région sud, de développer de nouveaux concepts innovants et ainsi aussi d'élargir son territoire à l'Occitanie. Autre rapprochement, celui d'ExactCure qui peaufine son concept de jumeaux numériques pour tester les effets médicamenteux sur son clone virtuel et non sur soi directement, pour éviter les surdoses par exemple. On annonce pour le deuxième trimestre, une fusion avec la parisienne Quantum Genomics, autre pépite émergente dans le Médoc. Avec l'arrivée de la niçoise, la francilienne deviendrait l'une des premières sociétés spécialisées en santé numérique, cotée sur Euronext. Euronext, c'est la principale place boursière de la zone euro. Absolument. Agnès, les nouvelles du village Païséa. Oui, au village, 4 nouveaux villageois sont arrivés, 4 startups qui ont été sélectionnées. On parle de, vite fait, JobPack, Devote et Tada, et on voudrait s'arrêter un petit peu sur Evolutive Agronomie, qui est une petite startup qui cultive des acariens prédateurs du sol, qui vont venir lutter contre un ver qui grignote les plantes. Vous aimez les petites bestioles, vous, hein ? Voilà, j'aime les petites bestioles. Surtout les acariens du sol, donc rien à voir avec les allergènes qu'on peut voir ailleurs sur vos oreillers, etc. Donc c'est vraiment une petite bête qui existe déjà, une techno qui existe déjà, mais elle est faite
de façon assez novatrice. Et je pense qu'on entendra parler d'évolutive agronomie bientôt. Prochainement. Isabelle, d'autres startups? Si vous cherchez les startups championnes de 2024, rendez-vous avec Karine Wenger au CES, le grand Bonjour rendez-vous. Karine. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Le grand rendez-vous mondial de la tech, c'est actuellement du 9 au 12 janvier à Las Vegas. Toute petite échappée azuréenne cette année. D'habitude, elles sont plus nombreuses. Elles ne sont que 4 à exposer sur le stand de la région Sud. Alors, nous avons Tidy Up Technologies, de la gestion de documents numérique, Willout et son système de paiement cashless, Pulse Audition, ce sont des lunettes auditives boostées à l'intelligence artificielle, et enfin Akidaya et son contrôle d'accès sécurisé. Elles sont bien arrivées au pays des machines à sous. Et pourquoi sont-elles si peu nombreuses, Isabelle, cette année? C'est la sélection, c'est ainsi. Bon. Mais il y a d'autres startups, du Var notamment, et des Bouches-du-Rhône qui sont aussi sur la dont sélection. nous parlerons sûrement dans notre émission Territoire Éco, Var, qui Tout va à fait. reprendre elle aussi, menée de main de maître par Marie-Cécile Béranger. À chacun ses startups. À chacun ses startups. Alors les premières nouvelles du front, elles sont plutôt bonnes. Il y a beaucoup de monde sur le salon, et les Azuréennes ont déjà placé quelques touches. Super. Agnès. Oui, on peut parler de l'application Mobilifam, une nouvelle application qui a été créée par l'association Les Agents Immobiliers Ont du Cœur, une association purement niçoise. Alors, qu'est-ce que c'est comme idée ? Les agents immobiliers qui visitent des appartements qui sont à la vente ou à la location et qui ont des meubles dedans vont prendre des photos de ces meubles en accord avec les propriétaires et les positionner sur l'application. Et ces meubles, tout ce mobilier va être récupéré par d'autres associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Donc, les meubles vont venir être récupérés par les associations et placés dans les logements qui sont encore vides pour ces femmes-là. Donc, une très belle initiative. Voilà. Ouais. Alors, d'autres infos croustillantes, mesdames. Isabelle. Plus lumineuse que croustillante, on va parler rachat avec une Azuréenne qu'on connaît bien, la maison Rani, qui est allée chercher sa nouvelle croissance externe en Allemagne. Alors industriellement, c'est un magnifique symbole. L'affaire s'est bouclée en décembre. Comme Rani, elle est spécialisée dans l'éclairage public, S-Lighting, c'est son nom, devrait ouvrir en grand la porte des marchés germanophones au groupe Cagnoa. Absolument. Et on part dans le métaverse, c'est ça, On part Agnès ? dans le métaverse. Je vous amène dans un univers virtuel, Christian, mais avec des applications bien concrètes. On part à Versity. Donc, c'est une start-up qui a été créée en 2019 par ceux qui ont fondé les agences de papa, donc Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini. Versity, c'est le monde de l'immobilier virtuel. Donc, on est encore dans l'immobilier. On arrive dans l'immobilier, dans n'importe quelle ville. Là, ils ont fait Nice, ils ont fait Paris, New York. On rentre en mode virtuel dans cette ville et on peut rentrer dans les appartements que l'on visite. On peut faire des propositions d'achat, on peut déposer son dossier en quelques clics. Voilà, donc Versity, donc les Niçois vont sûrement s'installer à Monaco, ils vont présenter la société bientôt et il se dit qu'elle serait valorisée déjà à 100 millions d'euros, Versity. On n'arrête pas le progrès, pour l'immobilier, en l'occurrence. Cap sur le feuilleton de l'été, Isabelle. Alors, En tout cas, celui de l'été dernier. l'été dernier, oui, et peut-être celui de l'été prochain, du coup. Shakespeare aurait parlé de beaucoup de bruit pour rien, et revoilà le projet Cagnoa Island au cœur de l'actu. Alors souvenez-vous, c'est cette barge qui ambitionne de faire du cabotage événementiel. C'est assez innovant. Elle est de nouveau attendue cet été sur nos côtes. Avec un petit mais quand même. Pour rappel, elle attend depuis plus d'1 an ses autorisations administratives pour pouvoir naviguer avec passagers et personnel embarqués. L'administration a clairement traîné des pieds, les ministères s'en sont mêlés, les politiques locaux aussi. Eh bien, toute la patrouille a été rattrapée par le tribunal administratif de Nice, qui par 2 fois a donné raison aux entrepreneurs qui attendent de pied ferme, avec le soutien de leurs financeurs qui sont restés, c'est important, et désormais de la loi, eh bien, l'arrivée de leurs 2 permis obligatoires, le permis de navigation et le permis d'armement. On a beaucoup parlé de vendetta politicienne autour de cette affaire. Peut-être que cette fois-ci, l'entreprise a marqué un point décisif contre la posture. À suivre. À suivre. Mais à mon avis, l'histoire n'est pas finie parce que les associations écologiques sont vraiment vent debout contre ce projet. Tout à fait. Agnès, vous, ce n'est pas un coup de gueule que vous allez pousser, mais une mauvaise nouvelle que vous allez nous annoncer. Ouais, 2. On n'aime pas ça, les mauvaises nouvelles. 2 même. Ouh là 2 là. mauvaises nouvelles, Alors, 2 allons-y. liquidations judiciaires, 2 entreprises qu'on connaissait bien, My Data Models, donc qui était à Sophia Antipolis, une entreprise fondée en 2018 spécialisée dans l'analyse du small data, donc toutes ces petites données qu'on peut recueillir dans les entreprises, fichiers Excel, compte rendu, etc., et qui permettent avec une belle analyse d'augmenter la productivité d'une entreprise.
Donc My Data Model spécialisé là-dedans, liquidation judiciaire prononcée. Pourtant, 2 belles levées de fonds, au total 5,5 millions d'euros. C'était assez prometteur comme entreprise. Liquidation judiciaire, peut-être parce que déjà le cofondateur est décédé l'année dernière. Ils ont tenté une grosse levée de fonds en début d'année, ça n'a pas fonctionné. Et les investisseurs sont quand même beaucoup tournés vers l'IA. Les planètes n'étaient pas alignées, on va dire. Les planètes n'étaient pas alignées. Voilà. Deuxième Et autre puis, liquidation. Kitty. Et Kitty. Ouais. Kitty, Alors. voilà, une entreprise qui s'occupe de l'assurance santé des expatriés, donc des employés qui sont envoyés à l'international. Pareil, 2 levées de fonds l'année dernière, cette année encore. Et pourtant, voilà, liquidation judiciaire prononcée, la Deep Tech, labellisée Deep Tech par BPI France, ça n'a pas fonctionné. Les planètes ne sont pas alignées non plus. Il y avait quand même 15 salariés chez Kitty. Oui, c'est ça qui est embêtant, c'est que malheureusement, ces faillites de start-up, eh bien, ça concerne souvent aussi pas mal de jeunes salariés qui étaient motivés à l'idée de booster ces jolies petites entreprises. On leur souhaite de pouvoir se recaser, c'est un peu vulgaire, le plus rapidement et le mieux possible. Isabelle, Ouais, dans la on va nécro- conclure peut-être par une bonne nouvelle quand même. Oui, d'abord, je finis la nécro. On va dire aussi adieu Décidément. à Datamove et à Motion, qui elles non plus n'auront pas passé le cap de 2024. Et puis on va finir par une bonne nouvelle. Effectivement, après ce flot de flop, on va conclure par la victoire de Legapass, la spécialiste de l'héritage numérique sécurisé, qui a reçu cette semaine le label éthique, qui est décerné par le Conseil supérieur du notariat. C'est un label rare, convoité, très exigeant, qui ouvre à la start-up niçoise un pont d'or sur le créneau de la succession numérique, avec une sacrée step d'avance sur sa concurrence. Ah, pour le coup, les Gapas, eux, tous les feux sont au vert. Hein. Tout à Et fait. on ose dire avec fierté que peut-être le trophée qu'on leur a remis et leur présence sur notre plateau pour le pitch de l'année avec Jean-Charles Chemin, eh bien, leur est utile. En tout cas, c'était une juste reconnaissance. Et c'est vous, Isabelle, qui lui avez remis le trophée. Bravo. Merci Christian. Merci beaucoup, mesdames, pour ce journal très complet qui nous permet d'en savoir plus sur l'actualité économique du territoire chaque mois. Place maintenant à notre rubrique En coulisses. Et nous partons maintenant, comme il est de coutume, dans les coulisses d'une entreprise locale. Je suis sûr que vous ne saviez pas que ce savoir-faire était tout près de chez nous. Eh bien, on va à Grasse visiter les locaux de Modeverre, où le seul souffleur de verre scientifique de la région est installé. Alors les souffleurs de verre de Biot, on les connaît bien pour le grand public, mais les verres, le souffleur de verre au profit du monde scientifique, c'est plus étonnant. Vous allez voir le reportage signé Franck Fernandez, qui était accompagné par Agnès Farrugia. Nous fabriquons essentiellement que des appareils à distiller les plantes à parfum. Nous sommes 2 sociétés en Europe susceptibles de pouvoir fabriquer cet appareil-là. On utilise différentes techniques, hein. Tout est fait à la main, donc c'est un savoir-faire vraiment artisanal. La société Modeverre a été créée en mai 1993. Initialement, l'activité de la société, c'était du soufflage de verre à destination des métiers de la chimie et de la recherche et développement autour des plantes à parfum. Rapidement, nous avons émis le souhait de développer notre offre et donc de proposer tout ce qui tournait finalement autour du verre. Donc appareils scientifiques, mais également consommables. Aujourd'hui, Modeverre, c'est 2500 clients, c'est 6 collaborateurs, c'est 35 livraisons jour. C'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 7 depuis les 20 dernières années. La vitrine de Modeverre aujourd'hui reste le soufflage de verre de chimie, tout ce qui est appareil à distiller. Nous avons la chance d'avoir un souffleur de verre dans nos ateliers qui a donc créé cet appareil de distillation moléculaire qui est vraiment un appareil relativement spécifique puisque nous sommes essentiellement 2 sociétés en Europe susceptibles de pouvoir fabriquer cet appareil-là. Mais nous sommes aussi susceptibles de fournir l'unité complète avec les bains chauffants, les pompes à vide, finalement tous les accessoires qui permettront à l'utilisateur final d'utiliser notre appareil clé en main. Nos clients travaillent principalement dans le domaine de la distillation, aussi bien pour la parfumerie que pour l'aromatique. Donc pour eux, on va fabriquer des pièces neuves, mais aussi des réparations. Ici, on utilise un verre un peu particulier, c'est un verre borosilicaté. C'est un verre identique au verre Pyrex, que tout le monde a chez soi, que vous mettez au four. Voilà. Il a la particularité de mieux résister aux contraintes de température. C'est ce dont ont besoin nos clients lors de leur expérience, qui vont utiliser de gros bains-maries, de l'eau froide aussi pour refroidir leurs produits.
on utilise différentes techniques, hein. Tout est fait à la main, donc c'est un savoir-faire vraiment artisanal. On est formé pendant de longues années, il faut à peu près une dizaine d'années. Il y a des techniques un peu générales, hein. Et ensuite on va se spécialiser dans la verrerie scientifique ou bien la verrerie artistique. Voilà. On est tous un petit peu cousins, mais on a nos propres combines, comme on dit dans le métier, voilà, nos propres techniques. La particularité de notre domaine, c'est que les verriers scientifiques sont assez peu nombreux. Par exemple, ici dans la région, je suis le seul. Aujourd'hui, nous avons à cœur de poursuivre notre belle histoire et notre développement. Nous avons l'ambition de nous développer à l'export pour développer la marque et proposer notre savoir-faire une fois de plus dans la distillation des plantes à parfum et dans finalement le cœur de notre métier qui est le soufflage de verre. Merci à Franck Fernandez pour ces belles images et puis on retrouvera votre reportage Agnès dans le supplément économique de Nice Matin de lundi prochain comme d'habitude. Et puis c'est déjà l'heure de la dernière séquence de ce Territoire Éco numéro 1 de 2024 avec notre séquence le pitch. Alors nous avons tous bien festoyé pendant ces vacances de Noël et ces réveillons du Nouvel An avec beaucoup de déjeuners et de dîners opulents. Et il paraît, visiblement en France et dans le monde, nous mangeons trop de viande. Et ce n'est pas bon pour la planète, pas plus que pour la santé, nous dit-on. Pour remédier à cette fatalité, la jeune pousse Mycelium Technologies va nous pitcher sa solution. Je spoil un peu, peut-être que racines et champignons au prochain menu, à voir. Laetitia Pierazzi, bonjour, bienvenue parmi nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous allez être donc notre première pitcheuse de 2024, on vous souhaite tout le bonheur du monde et qui sait, c'est à vous qu'on remettra le trophée du meilleur pitch de l'année lors de notre soirée des trophées annuelle en fin d'année. Et je vais vous laisser le soin de tout nous dire en très peu de temps, de nous convaincre des bien fondés de votre jeune société. Vous avez 90 secondes. Vous allez avoir un petit chronomètre qui va s'afficher face à vous. Vous regardez la caméra. Attention, c'est parti. 10 milliards de personnes à nourrir à l'horizon 2050. Et l'élevage intensif, la première cause du réchauffement climatique. Il faudrait une protéine suffisamment convaincante pour révolutionner nos habitudes alimentaires. Chez Mycelium Technologies, nous avons développé une solution technologique innovante pour optimiser la culture et la croissance du mycélium, ces filaments blancs qui sont aux prémices du développement des champignons. Notre ambition, proposer aux grands groupes de l'agro-industrie et de la nutrition et santé des produits phares. D'une part, des filets de mycélium en tant qu'alternative savoureuse aux viandes, mais également de la poudre enrichie en mycélium à réincorporer à des préparations nutritionnelles adaptées pour des publics spécifiques, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées ou les sportifs, et également des alternatives laitières à base de mycélium. Nous sommes actuellement à la phase laboratoire et nous allons développer le pilote de notre technologie pour ensuite amorcer la phase pré-industrielle dès fin 2024. Pourquoi le mycélium ? Le mycélium, en fait, c'est un aliment qui est 100% naturel. Ce sont en fait les prémices des champignons, des mini-champignons, si on peut dire, très riches en fer, avec tous les acides aminés essentiels, très riches en vitamines, antioxydants, minéraux, avec zéro impact négatif pour la planète, étant donné que nous réemployons les résidus et coproduits de l'agro-industrie. Également, c'est un aliment délicieux à manger, très riche en saveurs et naturellement fibreux, donc l'alternative la plus convaincante aux viandes, 100% naturelle. Eh bien, merci beaucoup Laetitia. Vous mettez la barre très haut pour ce premier pitch de l'année, sincèrement. Et j'ai hâte de goûter un filet de mycélium. On a hâte de pouvoir vous le proposer, le déguster ensemble en tout cas. Il paraît que ça sent le poulet. Merci beaucoup. Oui, effectivement des souches rappellent vraiment les saveurs du poulet, de la viande. Diversité de saveurs car diversité d'espèces de champignons. Merci infiniment, c'est avec vous Laetitia Pierazzi que se termine cette première émission de 2024 de Territoire Éco. Vous allez pouvoir la voir et la revoir sur nos sites internet, nos pages Facebook, la chaîne YouTube du groupe Nice Matin et bien sûr le site internet de notre partenaire, la Tribune Côte d'Azur, qui s'appelle tribuca.net. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Philippe Bertini, Sophie Doncet, pour la réalisation de cette belle émission. Merci Agnès pour cette belle première. Avec plaisir. On ne vous a pas visité, mais ça ne saurait tarder. Bon, Isabelle, C'est maintenant. on se revoit très vite. Et à tous une excellente journée et encore bonne année.